trouver un juste milieu, une présentation agréable, mais ça, je pense que tous les confrères, consoeurs vous en disent exactement la même chose. Une lettre de présentation qui fasse pas 6 pages, qui ne dise pas, voilà, mon texte fait 453 612 signes, encore machin, avec un interliage truc. Pour la promo, je connais déjà machin à Ouest France et à Nice Matin. Bon, non, ça c'est vraiment pas la peine, c'est plutôt contre-productif. Combien on en reçoit quotidiennement, c'est un peu difficile à dire parce que ça vient par bague en fait, donc c'est pas très présent. Le quotidien n'est pas très représentatif, mais disons qu'annuellement ça tourne, je pense autour de 800 000. Donc pour la collection Rivage aura certaines années zéro, le plus souvent zéro malheureusement, mais quand même il y a des exceptions puisque on a, alors en fait, du temps où, comme chacun sait, François Guérif a fondé cette collection en 1986 et nous avons qui a un manuscrit qui était arrivé par la poste, qui était fils de femme d'Hélène Couturier. Ça, c'était en 1995, au moment où on va dire que la publication d'auteurs français s'est un petit peu accélérée chez Rivage. Et voilà, ça fait partie d'auteurs qui ont été retenus. Moi, j'en ai retenu un il y a pas longtemps, qui était un texte un petit peu atypique, qui est sorti en janvier, d'une jeune femme qui s'appelle Carole Genex, qui est française mais qui vit aux États-Unis et qui a envoyé un... Voilà, ça peut être intéressant pour votre public parce que, voilà, elle a envoyé un manuscrit donc par la poste aux éditions Images avec une lettre. Et généralement, moi, je n'aime pas les lettres d'accompagnement, surtout quand elles sont longues. Mais là, en l'occurrence, cette lettre était tellement bien écrite, tellement drôle. Elle démontait son propre manuscrit avec beaucoup d'humour en nous disant voilà, alors j'ai écrit un roman historique, je sais que ce n'est pas ce que vous faites majoritairement, c'est un roman qui se passe à la Belle Époque avec un personnage totalement oublié qui est ce ringard de couturier Paul Poiret. Je vois bien que l'univers de la mode se dit pas du tout Rivage Noir. C'est un roman voilà qui ne comporte pas beaucoup de crimes, très noirs ni très sanglants. Donc, je pense que je ne vous correspond pas du tout. Mais pour autant, je crois qu'il a une certaine singularité. Donc, peut-être que vous accepterez de me lire quand même. Et vu la teneur de cette lettre, qui était vraiment très drôle, je me suis dit, bon, quand même, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et puis, ben, j'ai terminé le livre, en fait, parce que j'étais tellement prise par cette histoire qui, effectivement, n'est pas totalement typique de Rivage Noir, encore que, j'allais dire, voilà, François Guérif et Claude Chabrol ont beaucoup publié de romans qu'on peut qualifier de mystère, en la collection qui s'appelait à l'époque Rivage Mystère. Donc, ça ne nous est pas du tout étranger de publier des livres qui ne sont pas de purs romans noirs, sociaux, gothiques, etc. Et ce livre avait, malgré ce côté revisitation du roman populaire, voilà, à la Gaston Leroux, à la Maurice Leblanc, ou même faisant penser aussi à Louis Feuillade à bien des égards, qui se passait de l'époque, effectivement, avec une comtesse russe, avec son secrétaire particulier. Donc il y avait tout un côté comme ça, très vieille école. Et puis en même temps, c'est un roman qui nous parle aussi de l'écroulement de l'Europe à venir, le Titanic en étant un symbole, l'antisémitisme monte, les pogroms, etc. Et le personnage principal, c'est un personnage de juif persécuté. Donc c'était ça aussi le sujet du livre, c'était comment on bascule d'un monde à un autre. Et c'est ce que je lui ai écrit d'ailleurs. Je lui ai dit voilà, s'il n'y avait pas eu ça, bon, je pense que j'aurais pas retenu le texte. Et il y avait quand même cet élément noir qui était présent dans le livre malgré sa légèreté. Donc du coup, les lettres d'envoi peuvent avoir un certain intérêt. C'est-à-dire qu'on reçoit des choses qui ressemblent à des choses déjà écrites ou à des séries télé qui sont vues. Voilà, moi
n'aiment pas a priori des gens qui vont raconter une histoire qui se passe avec des serial killers dans l'Arizona parce que ça ressemble à une série télé, ou les gens qui vont me refaire Breaking Bad. Merci, Breaking Bad c'est formidable, mais j'aime mieux voir la série. Voilà. Donc c'est ça les défauts, c'est des manuscrits dans lesquels en fait il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'écriture, et puis parfois c'est parce qu'ils sont d'une maladresse technique tellement voilà, tellement confondante. Enfin, c'est un peu sévère ce que je dis, mais c'est quand même ça, que ça peut pas du tout franchir le moindre cap, c'est-à-dire en fait chez aucun éditeur, quoi. C'est-à-dire qu'après nous, on a nos propres exigences qui sont, bon, la collection, elle s'est toujours inscrite quand même avec des exigences littéraires fortes, mais j'allais dire, il y a certains manuscrits qui sont maladroits au point que ça ne passera pas la rampe chez aucun éditeur. Mais ça, en fait, c'est arrivé, j'allais dire, alors c'est arrivé, j'essaye de trouver des exemples un petit peu pertinents. Oui, c'est arrivé avec un roman que j'aime beaucoup, d'un auteur suisse, mais de langue française, qui est Jean-Jacques Lusineau, dont on n'a pas publié de livre depuis un moment, mais on a publié quand même par le passé un certain nombre de romans. C'est arrivé avec son roman La dette du diable, que je vous recommande vivement, qui est un roman assez hanté, qui est très très fort. Pour le coup, ça raconte une histoire de tueur, mais alors, quelle histoire! Et c'est vrai que la fin perdait cette intensité. Je m'attendais vraiment à ce livre très mystérieux qui mêle à la fois le destin d'un chef d'orchestre et d'un religieux. Voilà. Et la fin était somme toute assez décevante. Il y avait, voilà. Et donc on a retravaillé pas mal tous les deux cette fin, et ça y a donné, j'allais dire, une toute autre ampleur. Et je trouve que le livre là est quand même assez satisfaisant. Après, il y a eu aussi, alors c'est un peu différent, mais il y a eu le cas d'un livre que j'aime beaucoup, qui est très très fort, qui est un des meilleurs livres de son auteur, qui est Les derniers jours d'un homme de Pascal Dessin. Très grand livre dans lequel il raconte à sa façon, avec toujours des personnages très très incarnés comme il sait le faire. Et il raconte le destin de l'usine Métal Europe qui a été sabotée sur l'autel de la mondialisation, et alors que cette usine n'était pas déficitaire, elle a été du jour au lendemain fermée, les machines déménagées, les ouvriers se sont trouvés sans travail. Enfin, ça a été une catastrophe humaine et industrielle, donc qu'il raconte dans ce livre. Et c'est vrai que ce livre, je crois que Pascal y tenait énormément pour des raisons qui lui étaient aussi personnelles, étant originaire de cette région, et je crois qu'il y tenait tellement que du coup, il y avait des choses qui étaient vraiment qui fonctionnaient pas du tout, et qui du coup créaient un effet de déception. Donc c'est un livre qu'on a beaucoup retravaillé, et je pense que lui, comme nous, comme les lecteurs, on était contents du résultat. Mais donc ça peut arriver avec des auteurs extrêmement chevronnés, très expérimentés comme Pascal Dessin évidemment, et que parfois un livre oui demande toutes sortes de raisons, du retravail. Peut-être que plus l'auteur est proche du sujet intimement, plus il se dit que ça doit être un grand livre parce que ça lui tient vraiment à cœur, et peut-être la difficulté est-elle à ce moment-là un peu inhibante, et du coup il faut, voilà. Mais c'est aussi à ça que sert un éditeur avec qui, j'allais dire, l'auteur mène un chemin en confiance. C'est un chemin qu'on fait ensemble aussi. C'est-à-dire, ça peut répondre à une des questions aussi que je vous posez. C'est qu'est-ce qui fait qu'on choisit aussi un auteur ou un manuscrit? C'est que je dis que on espère qu'on va faire un bout de chemin ensemble, et que ça va, enfin, en tout cas, telle est notre politique, que ça va pas être juste un livre, un coup, mais que voilà, on va construire quelque chose, et que on va essayer d'en publier plusieurs ensemble, et qu'on va faire naître non pas un livre, mais une œuvre lentement ensemble. Oh de l'ordre des intentions, je m'en garderai bien, parce que je crois que l'écriture est un processus tellement intime
Bon, il y a deux types d'écrivains. Il y a des gens qui, voilà, vont écrire de manière totalement alimentaire et technique. Et peut-être qu'à ce moment-là, il vaut mieux qu'ils s'orientent sur les scénarios, les séries. Je sais pas. Ou alors ils se disent, voilà, je vais utiliser une recette qui marche et puis j'écris un roman, comme disent les anglo-saxons, un roman à formule, quoi. Donc voilà, j'applique les recettes. Bon, pour moi, c'est... Voilà, si vous avez compris que c'est pas forcément le temps d'écrivain que j'ai apprécié le plus, je parlais des voix tout à l'heure. Après, voilà, donc c'est un processus totalement intime. Donc donner des conseils sur les intentions... ça, je peux pas, ça serait un non-sens même. Après, des conseils techniques, oui, ça, on peut en donner, bien entendu, qui sont déjà d'avoir pitié de l'éditeur qui en reçoit donc la quantité que je vous ai indiquée tout à l'heure, et que donc il faut pas nous envoyer une espèce de pavé recto verso encore 6 sans interligne, parce que là, ça va pas marcher. À l'inverse, ne pas nous envoyer non plus un annuaire où il y a 1000 signes à la page, encore énorme, parce que sinon, on pourra même pas le transporter. Voilà, donc il faut trouver un juste milieu, une présentation agréable. Mais ça, je pense que tous les confrères, consoeurs vous ont dit exactement la même chose. Une lettre de présentation qui fasse pas 6 pages, qui ne disent pas, voilà, mon texte fait 453 610 signes, encore machin, avec un interlignage truc. Pour la promo, je connais déjà machin à Ouest France et à Nice Matin. Bon, non, ça c'est vraiment pas la peine. C'est plutôt contre-productif. Ou c'est j'ai déjà gagné 10 concours de nouvelles. Bon, voilà. Après que les gens nous indiquent qu'ils ont gagné des concours de nouvelles dans une petite annexe, moi j'ai absolument rien contre ça. Surtout qu'il y a des très chouettes concours de nouvelles dans notre pays qui sont parfois de jolies références. Mais soyons simples. Soyons simples. Pareil, il faut pas faire non plus un résumé détaillé de l'histoire, ne pas être dans l'autopromotion en disant j'ai écrit un texte profondément singulier, ça non plus c'est pas une bonne idée. Voilà, je crois qu'il faut rester très très simple, très informatif et que ce sera la meilleure façon de s'y prendre et puis ne pas être trop non plus comment dire, une fois que le manuscrit est envoyé, ne pas harceler la maison d'édition, car nous en recevons énormément. Les maisons d'édition ne vont pas investir énormément dans les services des manuscrits parce que, comme je vous ai expliqué, la productivité est faible. Donc, on n'est pas une armée mexicaine non plus à lire. On a, voilà, bon, suivant l'importance des maisons, bien sûr, il y a des services des manuscrits plus ou moins développés, mais de toute façon, voilà, on ne peut pas vouloir à la fois envoyer des tonnes de manuscrits partout, et les gens ont envie d'écrire, et voilà, et en même temps attendre une réponse dans la semaine qui suit. Ça, c'est pas possible. Donc, nous ne faisons pas que ça. Moi, je pense que c'est très important de souligner que les éditeurs, ceux qui nous, en l'occurrence, qui nous occupons, Valentin Baillat chez moi, de domaines étrangers variés et du domaine français, et que nous ne faisons vraiment pas que ça. Tu vois, la semaine prochaine, par exemple, nous partons à la Foire de Londres. Et bien, pendant que nous serons à la Foire de Londres, évidemment, nous n'irons pas de manuscrits français. Donc, il faut dire aux gens qu'ils ne soient pas impatients. Voilà. Après, bon, il y a des limites raisonnables, évidemment. Si dans un an, on vous a pas répondu, c'est pas bon signe. Voilà.